Et bienvenue à ce premier rendez-vous de la presse avec le groupe Le Monde. C'est une idée qui nous tient à cœur au CDAMEL en tant que centre de documentation, mais également en tant que bibliothèque, puisque le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris a mis en place un groupe de travail sur l'EMI, donc l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est grâce à M. Gilles Rancourt, que je suis heureux d'accueillir, que cela a été possible. Heureusement, il n'a pas trouvé cette idée incongrue et il a accepté ces rendez-vous. Donc, je vous remercie. Je vais brièvement planter le décor. Le Monde en chiffres, c'est 500 journalistes, 460 000 abonnés Internet ou papier, 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, un chat mensuel, où on peut poser toutes nos questions, une édition quotidienne sur Snapchat, des podcasts comme l'heure du monde, et un festival qui aura lieu du 24 au 26 septembre dans vos nouveaux locaux, la Seine. Vous avez emménagé en mai 2020. Donc, Gilles Rancourt, vous êtes directeur délégué au développement du groupe Le Monde. Vous êtes aussi président du Festival international de journalistes qui s'est tenu en juillet dernier dans le Lot-et-Garonne. Et vous êtes membre du conseil d'administration de l'association d'éducation aux médias et à l'information entre les deux. Alors, qui est mieux pour nous parler du choix éditorial, s'il y en a, entre presse imprimée et presse numérique, que vous pouvez Bien, merci de m'avoir invité, de nous avoir contactés. Merci à vous tous d'être venus et à vous tous ce matin pour m'écouter et surtout pour discuter, parce que l'idée c'est aussi qu'il y a un dialogue dans cette heure et demie de rencontre qui s'installe. Juste, merci pour la présentation. Je ne suis plus, je suis toujours directeur délégué, mais maintenant mon poste je sais plus, j'étais chargé du développement du groupe, ce qui voulait dire en grosso modo, j'étais chargé aussi du projet de déménagement dans l'immeuble, celui-là est fait, maintenant je suis directeur délégué, chargé des relations avec les lecteurs, ça ne change rien au sujet de la matinée. Donc voilà, comme l'a dit madame, on est là en voisin, puisque nous avons emménagé dans ce bel immeuble, situé juste devant la gare d'Austerlitz, j'imagine que certains d'entre vous connaissent, qui nous a accueillis à partir effectivement du printemps 2020, c'était un petit peu chahuté, on a démarré les opérations de déménagement le 5 mars 2020, si vous vous souvenez bien, 10 jours après, on était tous à la maison, donc les opérations de déménagement ont été suspendues et on les a reprises fin avril, début mai, le déménagement en mai 2020, donc ça fait maintenant 1 an et demi que nous sommes voisins du centre, à ceci près qu'évidemment une grande partie des salariés étaient toujours en télétravail jusqu'à cette rentrée, au moins en fonction de leur volonté, et que ce n'est que depuis finalement une semaine qu'on est en train de reprendre vraiment une vie presque normale au bureau, avec une proportion importante de nos équipes qui sont sur le site. Alors aujourd'hui, on va parler du virage numérique qu'a connu la presse, on va dire maintenant, ces 25 dernières années. Ça a vraiment commencé au milieu des années 90. Donc on a quand même maintenant un sacré recul. Ça a été aussi des années très très chahutées pour la presse quotidienne. Elles le sont encore, mais aujourd'hui un certain nombre de titres, dont Le Monde, sortent la tête de l'eau et voit des nouveaux modèles se dégager, donc on va regarder ça un petit peu en introduction. Une partie de la presse est loin d'être tirée d'affaire, je pense notamment aux magazines, ce qu'on appelle les news, comme l'Express, l'Obs, qui fait partie du groupe Le Monde, Marianne ou Le Point, qui eux sont en pleine transition, on va dire, aujourd'hui en pleine transition numérique, dans le sens où il leur faut se réinventer, comme la presse quotidienne a dû faire, pour trouver une place dans un paysage qui est forcément été chamboulé par les nouvelles technologies et par les nouveaux usages. Alors, on va peut-être partir de maintenant plutôt que de faire de l'histoire pour commencer. Donc, je vais vous montrer c'est vraiment quelques schémas et après, ce sera plutôt de la discussion. Hein. Je vais pas vous assommer de chiffres. Et pour vous montrer ce que c'est qu'un journal comme Le Monde aujourd'hui, comment il fonctionne en termes économiques déjà et comment il vit tout simplement. Puisque, comme le disait madame, la rédaction du Monde, c'est 500 journalistes. Si vous rajoutez les fonctions non journalistiques, vous arrivez à plus de 600 personnes. Donc il y a un coût, évidemment, et entre Le Monde est une entreprise privée. On parlera de ça aussi certainement dans la matinée. Voilà. Je vous précise quand même que le groupe Le Monde qui s'est installé dans cet immeuble, ce n'est pas que Le Monde.
c'est également des magazines comme l'Obs, comme Courrier International, comme La Vie, comme Télérama, et également un site internet qui s'appelle le HuffPost. Donc dans cet immeuble, il y a 1600 salariés, mais un peu moins de la moitié qui travaillent pour le moment. Donc le numérique, c'est une opportunité incroyable pour les médias comme le nôtre. Le Monde était considéré jusque dans les années 90 comme un média élitiste, qui n'était lu que par des gens qui pouvaient acheter un journal assez austère dans son approche. Aujourd'hui, le chiffre de 22 millions est même dépassé, on est plutôt à 23 millions aujourd'hui. Chaque mois, c'est pas 23 millions de lecteurs qui lisent Le Monde tous les jours, je vous rassure tout de suite, c'est 23 millions de personnes différentes qui, chaque mois, viennent à un moment ou à un autre dans l'univers du Monde. Donc ça comprend aussi bien le lecteur abonné à l'édition papier, qui lit Le Monde tous les jours, ou presque, que l'étudiant qui appuie un moment sur un post Facebook qu'on lui a envoyé, qui renvoie vers un article du Monde, qui regarde pendant 10 secondes le titre, qui repart. Donc les deux sont comptés dans les 22 millions. Donc c'est des façons de faire effectivement extrêmement différentes, mais ça veut dire quand même que 22 à 23 millions de personnes, chaque mois, sont en contact d'une façon ou d'une autre avec l'univers du monde. Dans le monde francophone, et en particulier en France, ce n'est pas négligeable. Quand on était aux grandes heures du papier, on touchait entre 2 et 3 millions de lecteurs chaque mois. Donc là, on est bien au-delà, on touche 10 fois plus de personnes, ce qui fait finalement du Monde un média grand public et moins élitiste qu'il ne l'a été dans le passé. Donc comme vous le voyez, le papier aujourd'hui compte à peu près pour 10% de cette audience, ce qui évidemment est devenu marginal du point de vue de l'audience. En termes économiques, le papier pèse encore, puisqu'il représente à peu près 60% des recettes du monde. Donc c'est quand même, on ne pourrait pas se passer du papier aujourd'hui. On serait incapable de financer notre rédaction si on n'avait pas les recettes apportées par le papier. Mais la vente du journal papier, évidemment, a fondu depuis 20 ans de façon inexorable et continue de le faire. Aujourd'hui, on vend à peu près 120 000 exemplaires par jour, abonnés et ventes au numéro dans les kiosques. Aux grandes heures du journal papier, de l'époque du papier, on était à 400 à 500 000. Hein, donc ça a été divisé par 4, donc c'est un cataclysme du point de vue économique. Donc toute la question a été ces dernières années, comment faire pour compenser ce déclin du papier par l'augmentation des recettes issues du numérique, et ça on va y venir. Donc comme le disait madame, effectivement, on a 10 millions d'abonnés à nos comptes, mais on a aussi des gens non abonnés à nos comptes qui peuvent venir. Donc là, c'est les socionautes complètement à droite. C'est les gens qui vont utiliser ou arriver ou passer par les comptes, les réseaux sociaux du groupe Le Monde, du journal Le Monde. Donc là, évidemment, c'est plus de 20 millions. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le numérique, ça a longtemps été l'ordinateur, le PC sur lequel on travaillait à la maison. Aujourd'hui, les gens utilisent davantage un smartphone, donc les mobinotes que l'on voit qui sont à 9 millions. Les gens lisent davantage le monde sur un smartphone que sur un ordinateur. Ils sont 2 fois plus à lire sur smartphone que sur ordinateur. Donc on voit que les façons de lire, même au sein des supports numériques, ont énormément évolué ces dernières années. On est passé du journal papier à la lecture sur son ordinateur, et maintenant on est passé à la lecture sur smartphone. C'est une expérience de lecture évidemment très différente de celle de l'ordinateur et encore plus celle du papier. Bon, les tablettes, c'est un petit peu intermédiaire, ça n'a pas vraiment décollé, il y a pas mal de gens qui les utilisent, mais c'est quand même une façon de lire le journal très minoritaire. Ceci dit, il n'y en a pas autant que sur le papier. Donc ça, c'est l'univers du monde, mais dans ces 22 à 23 millions de personnes, finalement, il y en a très peu qui payent pour avoir accès au monde. La plupart viennent sur les zones gratuites du monde.fr. Et parmi ceux-ci, on va voir qu'il y en a moins de 500 000 qui payent pour avoir accès au monde. Tous les autres viennent pour avoir un accès gratuit à une information ou à des informations qui sont mises en ligne sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Ça, c'est la diffusion payée. Donc là, pour le coup, des gens qui payent vraiment pour avoir accès à l'information, des grands quotidiens nationaux, on a une dizaine. On voit que donc Le Monde est depuis 2019 passé en tête. On a passé le Figaro, qui est notre grand concurrent. Et là, bon, vous n'avez pas les chiffres de 2019, de 2020, 2021. Il faut que j'actualise mes courbes, mais en réalité, là, il y a un vrai décollage après, avec la pandémie. La pandémie, en quelques semaines, nous a apporté 50 000 abonnés supplémentaires. Vous voyez, on était à 300 000 et 330 000 en 2019. On abonnés et acheteurs.
et on est passé à plus 50 000 entre mars et mai 2020. Bon, il y avait une soif d'information qui était bien compréhensible et une attente d'information par les médias comme les nôtres qui était importante. Donc si on prolonge la courbe à 2020 ou 2021, il y a même un écart qui se creuse de façon assez nette entre le monde et ses concurrents. Vous voyez que néanmoins, sur la décennie, on va dire 2012-2021, il y a une certaine stabilité de la diffusion des journaux, à l'exception notamment d'Aujourd'hui en France, qui est l'édition nationale du Parisien. Mais pour les autres, c'est relativement stable, avec une tendance au déclin quand même dans la première partie. Et puis, on voit que Figaro, Le Monde et même Libération commencent à partir de 2018 à inverser la courbe et à remonter gentiment. C'est qu'à partir de 2015, vraiment, tous ces journaux ont commencé à jouer la carte de l'abonnement numérique. On a vu que les gens commençaient à être prêts à payer pour avoir accès à nos contenus sur le numérique, ce n'était pas vraiment le cas jusqu'alors. Et donc, on a tous, et Le Monde a été le premier à le faire, en tout cas en France, basculé sur une stratégie clairement dirigée vers l'abonnement numérique. Donc, l'objectif stratégique aujourd'hui, c'est d'engranger de l'abonnement numérique et de fidéliser nos abonnés numériques. Et ça a permis, pour nous maintenant à peu près depuis 2015, 2016, d'inverser la courbe et de regagner en termes d'audience. Ce qui est important parce que ça faisait quand même 20 ans ou 15 ans que nos chiffres étaient systématiquement à la baisse. Et c'est vrai que pour le moral d'une collectivité comme la nôtre, c'est un peu dur d'être dans une activité. On voit année après année les audiences s'effriter et ça remonte jamais. Donc depuis 2016-2017 pour Le Monde, on a des chiffres vraiment positifs et on va les détailler un petit peu pour bien comprendre comment un journal aujourd'hui, de quoi elle vit un journal. C'est un petit peu aride peut-être comme tableau, mais je vais vous l'expliquer. C'est ce qu'on appelle la diffusion France payée, c'est les recettes qui viennent des gens qui achètent Le Monde d'une façon ou d'une autre, soit par abonnement, soit en allant en kiosque. Et donc c'est ça qui nous fait vivre. Hein. C'est aujourd'hui ces recettes-là représentent 68% de notre chiffre d'affaires. Loin devant la publicité qui représente, on va voir le chiffre après, donc je ne vais pas le dire, mais c'est vraiment le cœur de notre modèle économique. Donc on voit que la vente au numéro, c'est-à-dire que la vente en kiosque, elle s'effondre année après année, puisque là on est sur une moyenne annuelle, si vous regardez à droite, de moins 15%, c'est les chiffres 2020. Donc en 2020, on perd encore 15% de vente en kiosque, journal papier, on arrive à peu près 30 000, ce qui est franchement, si on nous aurait dit ça il y a 20 ans, on n'y aurait pas cru, c'est vraiment assez faible, 30 000 sur toute la France. Par contre, les abonnements papier se tiennent un peu mieux, c'est ce qu'il y a en bleu, donc ils sont à moins 5%, donc il y a quand même une érosion année après année, mais il en reste encore 75 000, donc bien plus que la vente au numéro. Et ce qui est ce qui est nouveau, en tout cas depuis 5 ans, c'est donc l'explosion des abonnements numériques. Donc vous voyez sur 2020, on arrive à une moyenne annuelle de 273 000 abonnés numériques, donc plus 48%. Donc on est en augmentation de quasiment 50% sur une année. Donc c'est considérable. Les ventes tiers, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. C'était les ventes aux hôtels, aux compagnies aériennes. Les compagnies aériennes sont trouvées au sol en 2020, évidemment. Ça explique, et les hôtels pas beaucoup mieux, ça explique la baisse très forte des ventes tiers. Les ventes tiers, c'est quelque chose qui parfois était un peu artificiel. Certains journaux utilisaient les ventes tiers pour maintenir leurs audiences en arrosant d'exemplaires des hôtels ou en ayant des accords avec des entreprises pour leur fournir énormément de numéros à vil prix. C'est quelque chose qui est en train de disparaître et finalement c'est presque plus ça comme ça. Et donc on arrive pour Le Monde à une diffusion France payée en 2020 de 386 000 en moyenne annuelle et avec une augmentation globale, tout compris, de 20%. Donc 20% qui sont évidemment dus uniquement, cette augmentation, aux abonnements numériques. Sinon tous les autres canaux baissent. Donc c'est vraiment ce qui nous sauve, ce qui est en train de nous sauver. Et donc vous voyez que les abonnements numériques représentent 70% de notre chiffre d'affaires payé de la partie diffusion, alors que la vente au numéro aujourd'hui ne représente plus que 8% et continue de baisser, donc elle va représenter encore moins de 5%, elle va bientôt atteindre les 5% et continuer de baisser, parce que mécaniquement le numérique est en train de prendre le dessus sur le papier, qu'on le veuille ou non, ce qui ne veut pas dire que le papier va disparaître dans les années qui viennent. Comme je vous le disais, le papier continue en termes de chiffre d'affaires de représenter
quelque chose d'assez important parce qu'il est vendu cher. Il est à 3 euros en kiosque. C'est cher, c'est quasiment un tiers du prix de l'abonnement mensuel sur le numérique qu'on prend l'abonnement de base. Donc, pour ça, pour un journal, un jour dans le mois. Donc, le numérique est évidemment ultra concurrentiel. Là, c'est la courbe le nombre d'abonnements papier et d'abonnements numériques. Donc, on voit que en 2016, les abonnements numériques qui sont en bleu foncé deviennent plus importants que les abonnements papier qui sont en bleu clair. En 2016, il y a 5 ans. Aujourd'hui, les abonnements papier, aujourd'hui en 2021, les abonnements papier donc sont à peu près 60. Les chiffres qu'on a vus comprennent certains, ne comprennent pas tous les abonnements parce qu'il y a des abonnements promotionnels qui ne sont pas comptés. Si je prends tous les abonnements papier aujourd'hui, on est de l'ordre de 90 000 abonnés papier au monde. Si je prends tous les abonnés numériques aujourd'hui, on est de l'ordre de 3 à 300, aujourd'hui en 2021, en septembre 2021, on est à peu près à 370 000 abonnés numériques. Ce qui veut dire qu'on a 4 fois plus d'abonnés numériques que d'abonnés papier, alors que les courbes se sont croisées en 2016. En 5 ans, vous voyez, la proportion a changé de façon incroyable. Donc ça, c'est la répartition des revenus du monde. Donc, je disais, donc ce qui est la vente au numéro, c'est 30%. Vous voyez, ça pèse quand même encore sérieusement, hein, même si c'est plus que 8% de notre diffusion, elle pèse pour 30% en termes de chiffre d'affaires parce qu'on vend le journal au numéro cher, 3 euros, c'est clairement cher. Pour un étudiant, pour quelqu'un qui a un petit salaire, une petite retraite, c'est pas rien, 3 euros tous les jours. 35% pour l'abonnement tout compris, donc là c'est les abonnements numériques et papier. 23% c'est la publicité qui baisse régulièrement. C'était monté à 30-40% dans les années 80-90. Donc c'est la publicité, on est de moins en moins dépendant de la publicité. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que on n'est pas être trop dépendant d'un canal de diffusion, surtout si c'est un canal comme la publicité où il peut y avoir des rapports de force avec les annonceurs. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est quand même des pertes de recettes qu'il faut compenser par ailleurs. Et puis, on a développé depuis quelques années la diversification. Donc, la diversification, c'est l'abonnement, c'est l'organisation d'événements, comme le Festival du Monde qui aura lieu la semaine prochaine à côté, dans le 3e arrondissement, dans notre immeuble et à la BNF et au MK2 Bibliothèque. Et puis, également, la vente des partenariats éditoriaux, il y a dedans des aides, des partenariats privés ou des aides publiques. Alors les aides publiques, on se fait souvent accuser d'être gorgées de subventions, j'en reçois des courriers régulièrement qui disent qu'on est gorgé de subventions. Les subventions publiques représentent moins de 1% de notre chiffre d'affaires. Ça représente 1 million d'euros par an. Une subvention directe. Bon. On se fait souvent on nous explique souvent qu'on est contrôlé par l'État parce qu'on est subventionné. On est d'abord contrôlé par nos lecteurs et nos abonnés, puisque c'est eux qui nous font vivre. Et ça, on en parlera plus tard si vous voulez. Et puis, j'arrive à la fin des présentations. Si on prend 2020, ça c'est uniquement la partie des recettes numériques. Donc les recettes numériques, vous voyez que plus de 50% vient bleu, ce sont les abonnements. Je prends la ligne haut, après on voit l'évolution sur les dernières années. Et l'abonnement qui est parti de 20% en 2010, aujourd'hui à plus de 50%, donc 60% de nos recettes sur le numérique, on ne parle pas du papier là. La publicité qui est divisée en pourcentage par 4 ou 5, parce que la publicité numérique n'a jamais vraiment décollé. On imaginait dans les années 2000 que la publicité numérique allait nous sauver, qu'on allait engranger avec l'augmentation des audiences, des chiffres d'affaires en publicité sur le numérique absolument exponentielle, et pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, les audiences étaient remises en une partie entre l'audience d'un site internet, ce n'est pas que des lecteurs quotidiens, ce n'est pas que des lecteurs qui passent du temps dessus, d'une part, et donc et par ailleurs les tarifs de la publicité sur le numérique ont toujours été très faibles, et n'ont pas augmenté avec les audiences, donc c'est devenu un canal finalement de recettes presque pas marginal, mais presque. Et la diversification, c'est donc je vous disais, la diversification dans le numérique, qu'est-ce que c'est? Oui, ça va être des accords avec un certain nombre de partenaires. Par exemple, on a un partenaire qui met des messages publicitaires assez critiqués par nos lecteurs et à juste titre, parfois un peu très décalés par rapport à nos contenus, il doit être compté là-dedans, mais ça représente un contrat relativement important en termes financiers.
Et pour terminer, voilà l'augmentation du nombre d'abonnés, tout compris, abonnés numériques et papier. Donc, comme je vous le disais, en 2021, on est à peu près, on est en avance sur cette course, c'était les objectifs. En 2021, on va être plutôt proche des 470 000. Donc on a un an d'avance. On va finalement, parce que l'objectif de 2022, on va l'atteindre en 2021. Alors, il faut bien reconnaître, la pandémie nous a aidés, puisque la pandémie nous a apporté des abonnés, et l'objectif affirmé, c'est d'arriver à 1 million d'abonnés en 2025, dans 4 ans. Sachant que si on prend un exemple international, qui est l'exemple vraiment dont on essaye tous de s'inspirer, le New York Times, qui est le journal, le média international qui a le plus d'abonnés, aujourd'hui, je crois qu'il a, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que j'ai en tête le chiffre de 6 millions d'abonnés, mais je me demande s'il n'est pas bien au-delà déjà aujourd'hui. Mais le New York Times a connu une augmentation substantielle de ses abonnements en 2016 au moment de l'élection de Donald Trump, parce que ça a suscité chez les adversaires de Donald Trump une volonté de s'informer par un biais de confiance, et donc le New York Times a vu beaucoup d'abonnés le rejoindre en 2016. Ça a été un effet assez important. Je crois que c'est tout pour les présentations. Non, ça reviendra dessus. Voilà pour les présentations, je ne vais pas vous assommer plus avec des chiffres, mais c'est pour vous montrer que voilà, aujourd'hui on est dans une économie dominée par le numérique, mais où le papier résiste bien. Donc comme je le disais tout à l'heure, le papier ne va pas disparaître dans les années qui viennent, parce qu'il y a un lectorat qui est attaché au papier, qui est prêt à dépenser de l'argent pour avoir un journal papier, parce que c'est vrai que nous, pour maintenir par exemple la vente en kiosque, on est obligé d'augmenter le prix, sinon cette vente en kiosque ne serait plus rentable. Peut-être 30 000 exemplaires dans toute la France, sachant qu'en France, il y a à peu près 30 000 points de vente. Donc on met pas le monde dans tous les points de vente, mais on en met dans pas mal de points de vente. C'est un coût, et on est obligé, pour que ce soit rentable, d'augmenter le prix année après année, ce qui fera aller nos lecteurs à juste titre. Malheureusement, c'est un peu aujourd'hui la seule voie qu'on a trouvée pour maintenir ce canal de diffusion. Donc, vous voyez sur les cours, on est à peu près à 120 000 exemplaires papier vendus tous les jours. C'est encore un chiffre important, même s'il est bien moins important que ce qu'on a connu. Et donc, il n'y aura pas d'arrêt du papier, en tout cas pas dans les années qui viennent. On n'est pas devin, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je ne sais pas ce qui arrivera. Mais en tout cas, le papier va encore de beaux jours devant lui, parce que c'est aussi une façon de lire différente de la façon dont on lit sur le numérique, avec cette possibilité de lire de belles pages, avec le texte qui répond à la photo, avec aussi la possibilité de feuilleter un journal et de découvrir un peu par hasard des contenus qu'on n'aurait pas forcément lus si on n'était pas tombé dessus par hasard. Bon, après, on a une version numérique du journal qu'on peut feuilleter, un peu comme le journal papier, qui marche bien. On a beaucoup de lecteurs numériques qui continuent de lire Le Monde, un peu pas à l'ancienne, mais en feuilletant, en swipant, enfin, et puis qui peuvent cliquer sur un article pour le lire. Donc, il y a aujourd'hui plein de façons finalement de lire un journal comme le nôtre, entre celui qui utilise son smartphone et qui fait dérouler son article pour le lire, en swipant comme ça, entre celui qui lit le journal papier, celui qui lit le journal papier, qui lit la version PDF sur le numérique, et je dois en oublier, celui qui s'informe à travers les réseaux sociaux. Finalement, chacun a choisi sa façon de s'informer, de lire le journal de son choix, et ça donne aussi, ça ouvre un champ des possibles qui est assez fabuleux. Alors, le numérique, ça a aussi changé notre façon de travailler, parce que là, on a parlé surtout de l'aspect économique, de l'aspect distribution du journal. Entre parenthèses, ces chiffres que vous avez vus nous ont conduit à fermer notre imprimerie en 2015. On avait une imprimerie dont on était propriétaire, qui était à Ivry-sur-Seine, qui commençait à être un peu vieillotte, et les chiffres de diffusion papier étant de plus en plus faibles, il y a eu un phénomène de fermeture et de concentration des imprimeries. Je crois qu'aujourd'hui, sur la région parisienne, il n'y a plus que 3 imprimeries qui impriment de la presse quotidienne. Et nous, donc, on a fermé la nôtre en 2015, parce qu'il y avait des besoins d'investissement qui étaient absurdes de satisfaire, alors que le marché s'effondrait, on va dire. Et donc, aujourd'hui, on est imprimé au Tremblay en France, dans une imprimerie dont on est client. On est juste un client, c'est notre fournisseur, et également dans une imprimerie à Montpellier, qui est celle du journal L'équilibre. Mais pour revenir à ce que le numérique a changé sur le fond, donc déjà, ça a changé notre façon ce que je disais tout à l'heure à madame,
on discutait, ça a changé, ça a apporté beaucoup de choses en termes de notre vie quotidienne. Aujourd'hui, quand je pars en reportage, ça m'arrive rarement maintenant, mais disons, quand je partais en reportage, quand j'étais jeune journaliste de sport, parce que j'ai commencé dans le sport, je partais avec, alors, au tout début, je pense à en 85, je partais avec une machine à écrire. Pour rêver. Et assez vite sont arrivés les ordinateurs portables, mais il faut se rappeler des premiers ordinateurs portables. J'ai eu mon premier en 87, 86, en 87, 88. Il pesait des kilos. Il pesait des kilos, et puis après, une fois sur place, c'est-à-dire en portage, il fallait se connecter. Évidemment, les connexions ne marchaient pas, c'était un système de modem. Il fallait démonter dans les chambres d'hôtel. Je me rappelle d'avoir démonté des combinés téléphoniques pour mettre des passes proco à l'intérieur pour essayer de se connecter. Ça marchait une fois sur 10. Enfin, c'était un peu galère. Et par ailleurs, on partait, quand on était journaliste de sport comme moi, avec, on avait besoin d'avoir tous les palmarès, les records. Donc, je partais avec 10 kilos de bouquins sur l'épaule pour avoir mes archives avec moi. Bon, bah, aujourd'hui, tout ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Un ordinateur portable, une connexion en général qui marche. Si jamais ça marche pas, il y a des systèmes pour renforcer les connexions et vous avez accès à toutes vos archives sur votre ordinateur. Ça, c'est un vrai progrès. Donc, ça nous a facilité la vie. Et puis, voilà, l'accès aussi à des sources d'informations incroyables par leur diversité, et puis par le spectre. Vous avez accès à n'importe quel site de médias australiens, en ce moment très aimé des Australiens, ou d'autres pays. Donc, ça nous a incroyablement facilité le travail. Bon, en même temps, ça nous a beaucoup chahuté dans nos médias, puisque on a ce qu'on appelle la crise de la presse. Moi, j'ai commencé à travailler en 85, ça fait maintenant 35 ans. Dans les 35 ans, je pense qu'on peut compter 20 ans vécu dans un secteur en crise. Donc, plus de la moitié de ma carrière, je l'ai vécu dans un secteur en crise. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ce secteur commence à sortir de la crise. Alors, il y a quand même eu des victimes, hein. Il y a des journaux qui se sont arrêtés, il y a des sites qui ont disparu, il y a eu, voilà, ça a été complètement remodelé, mais voilà, il y a de l'espoir, on va dire. Et puis, évidemment, ça a changé aussi, c'est le cœur du sujet, je crois, de la rencontre d'aujourd'hui, ça a changé aussi la façon dont l'information est traitée. Alors, ça a changé en partie. Mais finalement, c'est pas tellement l'arrivée d'Internet. L'arrivée d'Internet, c'est à peu près, on va dire 95. Ça, je commence à généraliser dans ces années-là, qui a tout changé. Parce qu'au début, finalement, ça n'a pas changé grand-chose, à part ce que je viens de vous raconter. Là, ça nous a un peu facilité la vie. Mais nous, on a lancé le site du Monde, lemonde.fr, en 98-99. Au début, il y avait de toutes petites audiences, il y avait très peu de contenu proposé en ligne. C'est vraiment dans les années 2000 que ça a commencé à décoller. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Parce que l'arrivée des réseaux sociaux, qui est finalement assez récente, hein, on se rappelle pas, il y a 20 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était Facebook, Twitter, tout ça, on n'avait jamais entendu parler. C'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2000, donc de façon relativement récente. Et ça a vraiment tout changé parce que effectivement, c'est un bouleversement de l'écosystème de l'information. Jusqu'à l'arrivée des réseaux sociaux, qui pouvaient vraiment émettre de l'information à part les journalistes? Personne. Ou à peu près personne. Si vous aviez une information que vous avez envie de diffuser, la seule solution que vous aviez, c'était de photocopier des tracts et de distribuer dans la rue. Mais de toute façon, si vous n'aviez pas accès à un média, quelle possibilité on avait de diffuser de l'information? Quasiment aucune pour un citoyen ou une citoyenne. Avec les réseaux sociaux, on le sait bien, tout le monde peut devenir émetteur d'informations, et donc les journalistes ont perdu ce monopole. Donc, ce dont peut-être on peut se réjouir d'ailleurs d'une certaine façon, parce qu'effectivement, c'était du coup une sorte de caste, la caste des journalistes qui avait le monopole de la diffusion d'informations. Après, tout dépend de ce qu'on en fait. Si on travaille bien et qu'on a un certain nombre de valeurs qui font que le traitement de l'information est fait de façon professionnelle, rigoureuse et indépendante, tout va bien. Mais bon, voilà, l'information, il y a aussi des médias qui la traitaient plus ou moins bien, et donc on a vu cette perte de confiance dans les médias qui n'est pas nouvelle. Moi, quand j'étais étudiant, il y avait déjà des chiffres qui étaient très mauvais pour la confiance envers les journalistes. Ça, c'est pas arrangé depuis, au contraire, mais c'est pas nouveau et c'est pas uniquement lié aux réseaux sociaux, mais c'est aussi certainement lié au fait que la presse n'a pas fait son autocritique, a commis des erreurs. Certains médias n'étaient pas forcément dignes de confiance et leur image
à détériorer l'ensemble de l'image de la profession. Enfin bon, donc voilà. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, je regardais sur un petit document que j'ai reçu l'autre jour sur YouTube, qui était d'ailleurs encarté dans le monde, et je voyais que il y a un YouTuber qui s'appelle Hugo Décrypte, je ne sais pas si vous le connaissez. Son vrai nom c'est Hugo Travers, qui est un jeune journaliste il a 25 ans, qui faisait des vidéos qui fait des vidéos très pédagogiques et très réussies sur l'actualité, et il a un énorme succès chez les plus jeunes. D'ailleurs, on l'a invité cette année au Festival international de journalisme. Pour tout vous dire, c'est mon fils qui m'en a parlé il y a 2 ans, en disant tiens, tu devrais l'inviter. J'avais jamais entendu parler de ce garçon. J'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il avait énormément sur YouTube, qu'il avait énormément d'abonnés, et qui faisait du journalisme. Et comme youtubeur, on peut être youtubeur et journaliste, et on l'a invité effectivement à ce festival. Alors aujourd'hui, je regardais sur sa chaîne YouTube, il a 1 million d'abonnés, c'est-à-dire à peu près autant que le monde, alors que aujourd'hui il n'est plus tout seul. Aujourd'hui, il a monté une petite boîte, ils sont 10 dizaines, mais avec ses 10 employés qui doivent avoir à peu près le même âge que lui, dans les 20 ans, 25 ans, ils ont à peu près autant d'abonnés sur la chaîne YouTube que le monde avec sa force de frappe. Donc, voilà, c'est aussi la démonstration qu'à côté des grands médias comme le nôtre, il y a plein de médias petits, presque individuels, qui se développent. Et ça, bon, voilà, c'est un état de fait, et ça a changé évidemment le paysage en profondeur, le paysage des médias. Alors, est-ce que ça change le traitement de l'information dans les médias comme le nôtre? Oui et non. Oui, parce qu'évidemment, aujourd'hui, l'information, un média comme le Monde, l'information est présentée sous de multiples supports. Comme disait Madame, on a lancé des podcasts il y a maintenant 2 ans, 1 an ou 2. On a un service vidéo, donc depuis maintenant une dizaine d'années, on produit de la vidéo. Le Monde produit de la vidéo, comme TF1, comme France Télévisions, alors qu'on a des médias de presse écrite, issus de la presse écrite. Aujourd'hui, on peut dire qu'on fait de la presse écrite, parce qu'on fait des podcasts et de la vidéo. Et ce à quoi on assiste, c'est de voir, on assiste effectivement à l'émergence de grands médias, multimédia, comme on disait, on utilise quasiment plus le terme de multimédia parce que c'est devenu une évidence. Tous les médias aujourd'hui font des articles écrits, font de la vidéo, font du son. Il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront dans l'avenir, mais finalement, les concurrents sur le marché de l'information d'un journal comme Le Monde, c'est bien sûr Le Figaro, qui est un concurrent direct, mais c'est aussi BFM, c'est aussi France Info et son site internet, c'est aussi France Télévisions, TF1, Europe 1, etc. Donc finalement, tous les médias aujourd'hui, si vous allez sur le site de BFM, vous voyez aussi qu'il y a des contenus écrits, il y a des articles rédigés. Si vous allez sur le site d'un site du Monde, vous voyez qu'il y a aussi de la vidéo et de l'image et du son. Donc tout le monde est en concurrence, on va dire, autour de ce secteur de l'information. Donc c'est évidemment l'information aujourd'hui, elle est sur multiples supports. Quand nous on publie une info, elle va être publiée à la fois sur le monde.fr, éventuellement, pas toujours, mais une partie, on la retrouvera dans le monde papier. C'est des articles qui sont en général dans le secteur abonné du monde.fr, mais aussi on va la retrouver dans l'application qui s'appelle La Matinale, qui est une sorte d'édition du matin qui est proposée à tous les abonnés sur le numérique, mais aussi sur l'édition Snapchat, parce qu'on parlait des réseaux sociaux. Snapchat est un réseau social très utilisé par les plus jeunes. C'est plutôt une application, c'est entre l'application et le réseau social, mais c'est une application utilisée essentiellement par les ados et les jeunes adultes, on va dire. Et aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, on a une édition quotidienne du Monde sur Snapchat, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des lecteurs qui ont 15 ans, ce qui n'était pas du tout envisageable il y a 20 ans. Il y a 20 ans, 30 ans, les lecteurs du Monde, ils étaient adultes et même parfois assez âgés. Aujourd'hui, ça, comme on dit, ça va de 9 à 99 ans. Et effectivement, on a vraiment des lecteurs qui lisent alors qu'ils ont 12, 15 ans parce qu'ils lisent l'édition quotidienne du Monde sur Snapchat, aussi sur un smartphone. Voilà, ça peut l'information, elle va être aussi relayée par une vidéo, par un podcast qui va revenir sur telle ou telle chose. Et donc, elle va être vraiment utilisée de façon multimédia. Donc, elle est déclinée de multiples façons, et évidemment, ça induit un fonctionnement à l'intérieur de la rédaction qui est un peu moins vertical qu'il n'était par le passé, où l'information n'avait qu'un seul débouché, c'était le journal papier.
c'était simple, la vie était simple à cette époque-là. On avait un article, un journaliste écrivait un article, et à la fin, l'article était imprimé à l'imprimerie de Petit et vendu dans les kiosques et envoyé aux abonnés par le papier. Aujourd'hui, cette information, elle va prendre différentes formes. Ça veut dire qu'elle va être traitée par aussi différents services de la rédaction. Ça veut dire aussi que alors c'est pas le journaliste qui a sorti l'information qui va tout faire. À un moment, on a cru que les journalistes allaient faire de la vidéo, chaque journaliste allait faire de la vidéo, du son, de la photo, écrire des papiers. Non, ça n'a pas marché. On n'est pas des robots. Quand vous êtes un bon journaliste de presse écrite, vous pouvez être un très mauvais journaliste à l'audio, ou ne pas savoir faire des belles images. Donc, en réalité, on est revenu à une spécialisation. Il y a des journalistes qui travaillent sur le son, des journalistes qui travaillent sur l'image, qui viennent en général du milieu de la vidéo, et des journalistes qui travaillent sur l'écrit, ça reste, et d'autres sur la photo. Ça reste valable aujourd'hui. Ce qui reste valable aujourd'hui aussi, c'est les valeurs que défend un titre comme Le Monde et qu'il essaye de porter tout au long dans son travail. Quand j'étais jeune journaliste, quand j'étais à l'école de journalisme, on nous apprenait qu'il y avait une charte qui s'appelle la charte de Munich, qui date des années 70, qui sont un peu les grands principes qui doivent régir un journalisme de qualité, indépendant. Ça reste parfaitement valable aujourd'hui. Vous la relisez aujourd'hui, elle n'a pas pris le rythme avec le numérique, ça reste parfaitement valable. Bon, il y a quelques adaptations à faire, évidemment, mais les valeurs qui doivent, en tout cas à notre sens, guider un journaliste aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est la rigueur, l'indépendance, la vérification de l'information, c'est ce qui peut instaurer une confiance entre l'émetteur d'information professionnel qu'est un journaliste et son lecteur. Et les personnes qui nous font la confiance de payer, parce que c'est encore une fois c'est important, pour avoir accès à nos informations. Et c'est vrai que nous, au Monde, on n'est pas les seuls, heureusement, on croit vraiment. Alors, il y a eu des grandes périodes de doute. Est-ce que les grands journaux, les grands médias allaient disparaître? Est-ce qu'on allait être tous bousculés et anéantis par les nouveaux réseaux sociaux, par les nouveaux médias numériques? Donc, on voit bien que non. On voit bien que le grand média aujourd'hui, les grands médias mondiaux au niveau mondial, c'est le New York Times, c'est le Guardian, c'est la BBC, c'est des journaux comme ça. Mais c'est aussi des nouveaux médias, c'est aussi des nouveaux sites, c'est aussi en France un site comme Brut, qui est un site d'information vidéo qui s'est lancé il y a quelques années, qui a pris une place importante. Donc heureusement d'ailleurs que c'est pas toujours les mêmes. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, c'est plutôt sain. Mais les anciens sont toujours là. Si vous regardez le monde, si vous regardez la France, bon, il y a quelques journaux qui ont disparu. L'Aurore a disparu. Bon, voilà. Finalement, on s'en passe, malheureusement. Mais François est devenu un journal complotiste, un site complotiste. Donc on l'a perdu un peu, on l'a un peu perdu, on va dire. Mais pour le reste, voilà, l'équipe est toujours là, et essaie de se réinventer. Le Figaro, le Parisien, Le Monde, La Croix, qui est un journal qui marche plutôt pas mal, Libé, même l'Humanité qui annonce chaque année qu'ils vont mourir dans l'année, finalement est toujours là. Et donc finalement, effectivement, on retrouve les grands titres, et pareil. Bon, après, dans la télé, on voit qu'il y a effectivement des acteurs qui n'existaient pas avant. Hein. CNews, dont on parle beaucoup actuellement, BFM, évidemment, qui sont devenus des acteurs majeurs, qui sont parfois leaders dans les secteurs, mais on a toujours TF1, on a toujours France TV, on a toujours RTL et Europe 1 en radio. Enfin voilà, il y a à la fois les nouveaux médias, mais les anciens médias qui sont toujours là, qui se réinventent. Et c'est vrai que, oui, je suis un peu divergé de là où j'étais parti. Nous, on croit très fort aux journalistes de qualité. Comme vous l'avez compris, un journal est mort, un média est mort s'il n'a pas des gens prêts à payer pour avoir accès à ses contenus. En tout cas, en presse écrite. La radio, c'est un modèle différent, c'est un modèle qui repose soit sur l'impôt pour les services publics, soit sur la publicité pour les autres. En presse écrite, la publicité ne suffit pas à nous faire vivre. Vous avez bien compris que les subventions ne nous permettraient absolument pas de nous faire vivre, loin de là. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à convaincre nos lecteurs de payer pour avoir accès à nos contenus. Et quelle est la meilleure façon de les convaincre de payer? C'est de leur offrir un journaliste de qualité et des contenus qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Donc, c'est vraiment le cœur de notre stratégie aujourd'hui, c'est de proposer des articles, c'est de restaurer la confiance, on va dire. Restaurer la confiance, c'est effectivement, il y a une perte de confiance des citoyens, de la société envers les médias. Donc, mais chacun, dans son média et avec les autres médias, de restaurer cette confiance, parce que sinon on est mort. Si les gens n'ont plus confiance dans le monde, ils ne s'abonneront pas, ils
du monde disparaîtra. Donc, la seule façon d'être pérennisé, c'est effectivement de restaurer cette confiance par notre travail quotidien. Donc, en faisant le moins d'erreurs possible, en étant le plus sérieux, le plus indépendant possible. Le moins d'erreurs possible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreurs. On produit une centaine de contenus tous les jours, forcément. On ne va pas empêcher que de temps en temps, il y ait une erreur qui se glisse là-dedans. On produit trop pour qu'il n'y ait pas d'erreur. D'ailleurs, souvent, les lecteurs, je reçois souvent des courriers qui se plaignent, qu'il y a encore des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe. C'est vrai qu'on en laisse passer. Parce qu'on produit tellement de contenu qu'on n'arrive pas à complètement être nickel. Et puis, ça c'est moins important. Et puis, ce qui est le plus grave, évidemment, c'est les erreurs de fait, les erreurs factuelles. Alors, on en fera toujours, parce que c'est toujours que c'est possible. Hein. Tant que les articles sont produits par des humains, il y aura des erreurs. Et je pense que c'est pas demain que les articles sont produits par des robots. Mais ces erreurs, il faut qu'on les reconnaisse, qu'on les assume, qu'on les corrige de façon très visible. Donc ça, c'est un enjeu important. Et c'est aussi ça. Hein. Je pense que pour être plus crédible, il faut reconnaître, endosser et assumer ses erreurs. Donc ça fait partie aussi de ce qu'on essaie de mettre en place. Une meilleure visibilité, on travaille dessus d'ailleurs actuellement, pour que sur le site internet, quand il y a une correction qui est faite, une correction de fond, elle soit clairement expliquée, qu'on ne cherche pas à la cacher, parce qu'on a honte de l'erreur qu'on a faite, qu'on dise voilà, il y a une erreur qui a été faite, donc on l'a corrigée. Je pense que c'est important pour la confiance et pour la transparence aussi de nos contenus, que les gens n'ont pas l'impression qu'on fait les choses en cachette derrière, parce qu'on a un peu honte d'avoir commis une erreur factuelle. Enfin bon, voilà, il y a toute une série de choses, et donc nous, on a un niveau d'exigence très élevé, 500 journalistes, mais un niveau d'exigence partagé par l'ensemble de ces journalistes, qui doit permettre de limiter effectivement le nombre d'erreurs, et qui doit surtout permettre de faire un travail de fond. C'est vrai que si on prend par exemple ce qui est arrivé si on compare ce qui est arrivé à un journal comme Libération, qui va mieux aujourd'hui, mais qui a eu quand même des années très très difficiles, et qui aujourd'hui compte une centaine de journalistes dans la rédaction, et nous qui sommes 500, c'est clair qu'on n'a pas la même force de frappe. On n'a pas le même temps disponible à passer sur les articles qu'on prépare. Et c'est vrai qu'au monde, on a ce luxe d'avoir du temps pour partir en reportage. Il y a des journaux aujourd'hui où les journalistes ne partent plus en reportage, parce que ça coûte trop cher. Pour nous, c'est le fondement de notre métier, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller à la source, donc d'aller en reportage. Les actionnaires qui nous ont rachetés en 2010, on en parlera certainement tout à l'heure, parce que c'est des hommes d'affaires, la question de la propriété de la presse, qui aujourd'hui appartient en grande majorité à des hommes d'affaires, pose question. Ils ont eu cette intelligence de comprendre que le cœur du métier, le cœur du réacteur, c'était la rédaction du Monde. Ce qui veut dire qu'en 10 ans, depuis qu'on a été racheté en 2010, on est passé de 350 à 500 journalistes. À l'IB, malheureusement pour eux, c'est passé le contraire. C'était 200, ils sont passés à 100. Évidemment, qu'aujourd'hui, on peut proposer aux internautes et aux lecteurs et donner une variété de contenus sur tous les sujets, des sujets d'actualité, des sujets sur ce qu'on appelle le lifestyle, le mode de vie, des sujets de la vie l'intime, des sujets sur le voyage. Aujourd'hui, bien dans une liste est moins à la mode. Enfin, si on a parlé beaucoup de voyage en France. Mais enfin bon, voilà, on est aujourd'hui un média qui couvre tout un spectre de sujets très divers, avec cet impératif de qualité, parce qu'on sait que si on veut continuer sur la voie, sur ce chemin qui nous mènera peut-être à 1 million d'abonnés, il faut les mériter, il faut les convaincre, il faut les mériter, et c'est la qualité de notre travail qui permettra. On est à peu près certain que il n'y a pas d'autre voie pour arriver à fidéliser et à convaincre des lecteurs de nous rejoindre. Après, j'en terminerai là, après on va passer à la partie échange. Ça pose un petit problème, c'est la fracture numérique. C'est la fracture numérique, la fracture informationnelle. Ça veut dire que pour avoir accès à l'information du monde, il faut pouvoir payer un abonnement de 10 € par mois minimum numérique. Il y a des gens pour qui c'est trop cher et qui ont besoin d'avoir accès à une information gratuite. Alors, ils vont la trouver sur d'autres sites. Ils la trouveront sur le site du Monde, mais ils n'auront pas accès aux articles d'approfondissement, ils auront accès aux articles de pure actualité, plus à quelques autres articles, et aux vidéos quand même, ils auront accès à des choses, mais ils n'auront pas accès aux tribunes, aux articles d'approfondissement, aux analyses, aux enquêtes, aux reportages qui sont réservés aux abonnés. Et ça, effectivement, c'est pas optimal, mais en tout cas, nous, on n'a pas trouvé aujourd'hui d'autres moyens de survivre et de rétablir notre situation, parce qu'on n'est pas un service public. Voilà, le Monde n'est pas un service public, c'est pas France Inter, c'est pas France Télé, et on est une entreprise privée avec des actionnaires qui sont des hommes d'affaires, comme on l'a dit. Donc on a aussi
On a ces impératifs-là, on se fait souvent dans les lecteurs, les courriers des lecteurs qui disent pourquoi vous ne mettez pas en gratuit, vous devriez mettre en gratuit tous les contenus qui concernent le Covid, vous devriez mettre en gratuit telle tribune parce qu'elle est d'utilité publique. Mais si on se met à mettre tout en gratuit, c'est ce qu'on a essayé de faire dans les années 2000, on a failli en crever. En 2010, si on a été racheté, c'est parce qu'on était en bord du dépôt de bilan. Parce qu'à force de mettre sur le numérique, gratuitement, des contenus qu'on demandait aux gens de payer quand ils allaient au kiosque ou quand ils étaient arrivés au papier, on se tirait une balle dans le pied, clairement. C'est-à-dire que les gens arrêtaient d'acheter le papier, ils allaient sur notre site internet, tout est en accès libre. Jusqu'au début des années 2010, tout est en accès gratuit sur internet. Pourquoi acheter le journal papier? Donc effectivement, c'était une impasse complète du point de vue économique, et qui a failli vraiment nous envoyer dans le mur. Et là, on est vraiment dans une période beaucoup plus optimiste, effectivement, comme j'essaie de vous dire. C'est pas du tout c'est pas une façade. On est vraiment dans une dynamique qui aujourd'hui porte les équipes depuis ces dernières années. Voilà, je ne vais pas être plus long dans le monologue, ça fait déjà 3 quarts d'heure. Donc là, je vous propose de poser toutes vos questions et qu'on dialogue sur ce sujet. Oui, bonjour. C'était juste pour savoir par rapport aux sujets qui sont abordés, est-ce qu'il y a toujours un va-et-vient entre le support numérique et le support papier? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des choses qu'on ne trouve que sur le numérique et il n'y a pas du tout d'entrefilet sur le papier et vice-versa? Alors, il y a des choses qu'on trouve que sur le numérique, oui. Des choses qu'on trouve que sur le papier, rarement. Parce qu'effectivement, tout ce qui est sur le papier se retrouve en général sur le numérique dans les contenus abonnés. Après, il y a des choses qu'on trouve que sur le numérique, déjà, parfois parce que par nature. Par exemple, les vidéos, elles sont évidemment que sur le numérique. Mais par exemple, on a aussi tous les contenus du Monde Afrique et les contenus des décodeurs, notamment avec Pixel, qui sont deux services qui travaillent sur la vérification d'informations pour le premier et sur la transition numérique pour le deuxième, qui sont très souvent essentiellement sur le numérique, mais on peut les retrouver de temps en temps sur le papier. Grosso modo, je dirais qu'à peu près la moitié de nos contenus se retrouvent sur le papier, donc la dire qu'il y a une moitié qui ne s'y trouve pas. Après, sur le numérique, vous trouvez aussi des articles d'information d'actualité. Vous voyez souvent, on voit souvent sur Le Monde avec AFP. Je ne sais pas si vous regardez les signatures de certains articles. En réalité, Le Monde avec AFP, ça veut dire que c'est surtout des dépêches de l'agence France-Presse qui ont été relues par le journaliste du Monde, mais c'est essentiellement de l'agence France-Presse. Ça, c'est vraiment de l'actualité, c'est pur, du fil d'actualité qui va être vite balayé par d'autres informations. Et ça, vous ne le retrouvez pas sur le papier. Sur le papier, vous ne trouvez que les articles rédigés par la rédaction du Monde, qui sont des articles qui ont fait l'objet d'un vrai travail journalistique de la rédaction du Monde. Alors que sur le site, dans la zone gratuite, vous allez trouver des dépêches de l'AFP, toujours relues. C'est pour ça qu'il y a marqué Le Monde avec AFP, mais en réalité, c'est un petit peu trompeur. C'est essentiellement une information qui vient du journaliste de l'agence France-Presse, qui est validée par la rédaction du Monde. Mais ça n'a pas vocation à être dans le journal papier, ou alors en bref. Parfois, vous avez des brèves. Et puis, comme on produit une centaine de contenus par jour, articles, portfolios, vidéos, etc., on n'a pas la place de tout mettre sur le papier. Donc, il y a des choix qui sont faits tous les jours. Tel papier va sur le papier, tel article. Ce qu'on appelle un papier, c'est un article. Tel article va sur le numérique et pas sur le papier. Tel article va sur les deux. Voilà, c'est des arbitrages quotidiens. Et bon, aujourd'hui, il n'y a pas de rédaction. Il n'y a plus qu'une seule rédaction qui travaille pour tous les supports. Mais dans certains services, on est plus souvent visible sur le papier, dans d'autres moins. Voire pas du tout. La vidéo, par définition, elle n'est pas visible sur le papier. Mais personne ne peut dire je travaille que sur le papier. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens d'ailleurs. De toute façon, nos articles sont lus essentiellement sur le numérique. Même s'ils sont dans le journal papier, une grande partie des lecteurs passent par le numérique pour les lire. Donc, peu importe à la limite le support. Quand vous écrivez un article, vous avez envie qu'il soit lu. Vous n'avez pas, qu'il soit lu sur smartphone, sur ordinateur ou sur papier n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il soit lu par des lecteurs. Faut pas se focaliser non plus. On s'est longtemps focalisé sur les supports parce qu'on était tous un peu fragilisés dans ce qui était en train de se passer. Aujourd'hui, si on prend la rédaction du Monde, on est dans une phase où on n'utilise plus le terme multimédia. À un moment, on disait on est une rédaction bimédia. Il y avait la rédaction papier et la rédaction numérique. Aujourd'hui, il y a une rédaction qui travaille, et dont le travail se retrouve sur différents supports.
important et tant qu'il trouve son audience. Bien que vous avez été très éloquent sur les raisons pour lesquelles le monde a choisi l'abonnement, faire payer l'accès à ces contenus, est-ce que je suppose qu'on a discuté à ce moment-là d'autres solutions, telles celle qui a été choisie par le Guardian et l'Observer, qui a été à un moment donné celle d'El País aussi, qui était l'ouverture totale aux gens qui se connectaient à nous. Absolument. Oui, puisque le Gardien a précisé, ça ne fonctionne pas par abonnement, mais par un accès libre, mais propose à ses lecteurs de souscrire. Et donc, voilà, d'être membre, de faire des donations. Alors, nous, on n'a pas eu cette possibilité-là parce que le Guardian, pendant très longtemps, a eu des pertes assez colossales, mais s'appuie sur une fondation qui lui a permis de vivre avec ses pertes. Et c'est vrai que c'est des pertes vraiment de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Nous, voilà, on n'avait pas cette possibilité-là parce qu'on n'avait pas des reins assez solides pour se permettre ça. Et donc, c'était une solution qui était, voilà, en 2010, pas envisageable parce que on a besoin vraiment d'argent pour être sauvé. D'où le rachat du groupe pour à l'époque 110 à 120 millions d'euros par Pierre Berger, Mathieu Picasse et Xavier Niel. Alors aujourd'hui, on est en train de basculer sur un système de fondation, mais qui est très différent de celui du Guardian, c'est-à-dire que les parts de certains de nos actionnaires vont être sanctuarisées dans un fonds de notation, ce qui est une forme française de notation, mais ça ne changera rien au fait que on ne peut pas s'appuyer, on va dire, sur un trésor de guerre qui nous permettrait de rendre l'accès gratuit à nos contenus, parce que on l'a vu, 68% de nos recettes aujourd'hui proviennent de l'abonnement et de la vente du journal. Donc, si on décide de... Ça n'est pas un accès gratuit, le Guardian. Non, mais c'est un accès qui... On est harcelé si on ne pas dedans par des propositions, des arguments. Oui, absolument. Et ça part quand même du volontariat. Donc, si on est harcelé, il faut quand même que le lecteur, à un moment, fasse le geste de dire comment... C'est un peu le système de Wikipédia. Je lire tous les jours en me donnant. Oui, on reçoit beaucoup de messages, absolument. Non, aujourd'hui, c'est pas un système aujourd'hui qu'à l'heure du jour. On a un modèle qui a l'air de bien fonctionner. Hein. On voit que l'abonnement est quelque chose qui convainc un nombre important de lecteurs. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est un modèle qui fonctionne. Donc on n'est pas en train de se demander aujourd'hui si on va basculer sur un modèle comme le Guardian. Après, El País aussi s'appuyait sur une fondation. Je ne crois pas. El País, c'est le groupe Prisa. Oui. C'est un groupe de presse qui est un groupe de presse avec des actionnaires. Ils sont payants depuis peu. Oui, ils sont passés en payant, absolument. L'accès est payant depuis peu. Absolument. Donc avant, ils avaient trouvé d'autres solutions. Ouais. Et le Gardien, oui, après, il y a une autre solution, ça a été aussi l'endettement du groupe. Hein. C'est un groupe le groupe Prisa, il a été racheté, justement, parce qu'il était tellement endetté qu'il était devenu menacé. Donc, voilà. Le Guardian, à ma connaissance, c'est un peu l'exception. Hein. Donc, tant mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément reproductible tel quel ailleurs. Et c'est vrai que la fondation qui soutient lui a permis de passer des années très très compliquées sans trop de dommages. On entend donc. Oui. En fait, j'ai deux questions. Premièrement, et le cas du Huffington Post, c'est le seul média en accès direct et gratuit sur Internet. Donc, comment ils font? Voilà, c'est le cas du Huffington Post. Et la deuxième question, est-ce qu'on sait dans quelle mesure, quand vous parlez de perte de confiance, dans quelle mesure la perte de confiance dans les politiques rejaillit sur la perte de confiance dans la presse, Alors sur le Huffington Post, justement, le Huffington Post est un média qui repose sur la gratuité et donc qui est totalement dépendant des publicités. 100% de ses recettes, quasiment, relèvent de la pub. Et le Huffington Post, en ce moment, a quelques difficultés, faut pas le cacher, parce que ce modèle-là arrive au bout de sa... Effectivement, c'est le modèle que nous-mêmes, sur lequel on a misé dans les années 2000. Donc, donner accès gratuitement à nos contenus en espérant que la publicité allait arriver avec des volumes tellement importants que ça allait nous permettre de changer de modèle économique.
Mais comme je le disais tout à l'heure, les tarifs de la publicité numérique sont assez faibles comparés à la publicité sur support imprimé. Et ce modèle-là est en train effectivement d'arriver à la fin de sa logique. Donc le film on post se pose la question de comment se réinventer sur un autre modèle, parce que les audiences baissent, donc la publicité baisse, et donc les recettes baissent. Donc voilà, donc effectivement le modèle du tout gratuit est très compliqué à tenir quand vous n'avez pas de subvention. C'est clair. Après, il y a eu nos confrères du monde diplomatique qui font partie du groupe Le Monde, qui ne sont pas dans le même milieu que nous. On avait lancé il y a quelques années un débat sur est-ce que l'État ne doit pas financer enfin, c'est pas un service public de l'information, mais est-ce que l'information est un bien commun qui ne doit pas être financé autrement que par des capitalistes et autrement que par l'abonnement et l'accès à une information payante. C'est un débat qui est légitime, mais c'est compliqué en France. C'est compliqué d'imaginer un système où on ne serait pas payé nos journaux, ou très peu, et il y aurait une sorte de système qui permettrait de financer l'information avec les risques de contrôle de l'information par les pouvoirs publics. Parce qu'évidemment, quand c'est l'État qui finance, on sait très bien ce que ça a les risques qui vont avec. On le voit dans de nombreux pays, par exemple. Et sur la deuxième question, sur la défiance envers les hommes politiques et les médias, je pense qu'elle va de pair. De toute façon, comme je disais, quand j'étais étudiant, il y avait déjà à l'époque des baromètres des professions les moins appréciées, et en tête vous aviez les hommes politiques, et derrière vous aviez les journalistes. Donc ça n'a rien de nouveau. Ça s'est aggravé, probablement, mais ça n'a rien de nouveau. Après, je pense que c'est ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est le rejet des élites, et les médias, ils sont assimilés aux élites, et parfois, je pense qu'il y a des raisons d'être assimilés aux élites, puisque d'abord, les médias sont très parisiens, les journalistes sont plutôt des gens qui ont des niveaux d'études et de revenus qui les placent plutôt dans la partie la plus aisée de la population. On a fait des écoles qui nous ont amenés à côtoyer des futurs hommes ou femmes politiques. Donc et puis il y a effectivement ce côté, ce qu'on appelle le côté le milieu médiatico-politique parisien. Donc il y a effectivement une proximité, mais une proximité qui est à la fois naturelle, parce que par définition, en tant que médias, nous sommes en contact avec les hommes et les femmes politiques, comme nous sommes en contact avec les élites économiques, comme nous sommes en contact avec les artistes ou les sportifs par nos métiers. Voilà. Après, le problème, c'est la pollution, effectivement, qui est problématique. Et aujourd'hui, la situation, c'est qu'effectivement, tout le monde est mis dans le même panier. Les hommes politiques, les patrons d'entreprise, les journalistes, maintenant même les médecins, puisque en tout cas les experts. Voilà, on est tous pourris, on est tous aux ordres de je ne sais qui, mais du grand complot international. Bon, voilà, c'est une situation que l'on peut constater. Après, le rejet des hommes politiques et le rejet des médias et des journalistes, il y a aussi des raisons différentes. Ce n'est pas que pour les mêmes raisons. Il y a ce rejet des élites. Après, il y a la question de la confiance dans les médias, parce que c'est une confiance qu'il faut aller chercher tous les jours et jamais se relâcher. Et puis la question des hommes politiques et de la crédibilité de leur parole. Après, voilà, on est sur quelque chose d'assez proche, effectivement, et les phénomènes sont liés, clairement. Voilà. Oui, et pour continuer sur la question précédente, c'est est-ce qu'il y a un moyen au monde de résister à justement un journalisme élitiste avec des gens qui sortent des bonnes écoles et qu'on reste toujours dans les mêmes milieux? Est-ce que vous y réfléchissez? Comment ça se passe? Alors, on y réfléchit depuis relativement peu de temps, c'est vrai. Je dirais que ça fait 4-5 ans, vraiment de façon sérieuse et concrète. C'est trop tard, mais bon, voilà. En tout cas, on y réfléchit. C'était trop tard. Il y a effectivement un problème d'endogamie, d'absence de représentativité, de diversité des rédactions. C'est vrai pour Le Monde, c'est vrai pour plein d'autres médias, mais c'est vrai en particulier dans la presse écrite. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de diversité notamment dans les chaînes de télé, tout simplement parce qu'il y a une obligation qui leur est faite par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'avoir une visibilité des minorités visibles justement à l'écran, ce qui n'est pas notre cas. Nous n'avons aucune obligation légale ou autre pour d'avoir une certaine diversité.
Maintenant, les médias ont fini par comprendre, un peu tardivement, comme je disais, que c'était un enjeu démocratique. C'est-à-dire qu'effectivement, et que d'autre part, la faible diversité de nos rédactions nous conduit à passer à côté de certaines choses, de certains phénomènes. Par exemple, la première alerte, c'était 2005. C'est le non-référendum sur l'Europe qu'on n'a pas du tout senti venir. Enfin, la première alerte, c'est peut-être 2002, l'arrivée de la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'était déjà un choc. Puis 2005, il y a le vote sur l'Europe, avec un non, qui en France, qu'on n'a pas anticipé. Donc voilà, des décalages comme ça, des choses qu'on ne sent pas venir on va dire, dans le pays réel, je sais pas si ça veut dire quelque chose, parce que ça veut dire qu'on a aussi, on n'a pas les bons capteurs, ça veut dire quelque part, c'est peut-être aussi qu'on est trop parisien, qu'on est trop on baigne trop dans certains milieux, et qu'il y a des choses qui ne nous remontent pas, parce que la rédaction n'a pas cette diversité qui nous permettrait effectivement de mieux sentir les choses. Donc on a fini quand même par s'y mettre, donc aujourd'hui on a une vraie politique de diversification des sociales et socioculturelles de notre recrutement, et c'est vraiment récent. Donc là, on a commencé il y a 3-4 ans par rouvrir quelque chose qu'on avait complètement abandonné, qui est l'apprentissage. Donc on a entre 6 et 12 apprentis chaque année qui viennent, qu'on choisit sur des critères notamment de boursiers, donc on essaie d'avoir et ça on a le droit, c'est légal de choisir des boursiers au détriment de non-boursiers. Voilà, et puis on a une certaine, voilà, on essaye aussi que parmi ces boursiers, parmi ces apprentis, il y ait une vraie diversité socioculturelle et qu'il y ait une présence des minorités visibles, soyons clairs. Voilà, et ces boursiers, on a commencé à regarder en CDD, en CDI, ça y est, il y en a une qui a été embauchée, ça date qu'il y a 4 ans, donc c'est relativement récent. Donc il y a une jeune femme qui a été embauchée récemment en CDI de la rédaction, c'est des gens qui vont apporter petit à petit cette diversité. Ça prendra du temps, parce qu'évidemment, on n'embauche pas 400 personnes par an, on a quelques embauches, peut-être une vingtaine d'embauches chaque année, donc ça va être progressif. Bizarrement, on aurait pu penser que la rédaction numérique, qui est plus jeune, allait être une source de diversité. Pas du tout. On s'est aperçu qu'au monde.fr, qui est une source d'entrée dans l'entreprise, puisque ils embauchent des jeunes journalistes régulièrement pour faire ce qu'on appelle le desk, c'est-à-dire alimenter l'actualité à 14 sur 24 sur le monde.fr, et que donc on allait avoir dans les jeunes journalistes une plus grande diversité ethnique, socioculturelle, etc., sociale. Bien non, on s'est retrouvé exactement dans la reproduction qu'on trouve dans les autres secteurs, c'est-à-dire que c'est des jeunes blancs qui embauchent des jeunes blancs, grosso modo, c'est ce qu'on trouve. Et il y a cette sorte d'endogamie, même chez les jeunes générations qui se retrouvent. Donc là, maintenant, on est vraiment passé sur une politique volontariste, avec des impératifs que tout le monde doit appliquer. Parce que si on laisse les choses se faire, si on laisse les choses en pensant que la bonne volonté va suffire, ça ne fonctionne pas. On le voit bien, les gens embauchent des gens qui leur ressemblent, vont chercher des pigistes, des collaborateurs qui un jour aspirent à être embauchés, qui sont des gens qui étaient dans la même école, ou qui répondent à des codes socio-culturels identifiables. Et au monde, on a quand même des codes importants, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un journal qui, si vous lisez les pages culture du Monde, vous voyez bien que c'est pas n'importe quelle page culture. On y parle de plein de choses, on y parle de rap, on y parle de musique classique et de plein mais quand même, il y a un filtre qui n'est pas anodin. Et quelqu'un qui sort d'une zone d'éducation prioritaire, qui vient d'une famille issue d'immigration, n'a pas forcément ces codes-là. Et donc, ça va, au début, si elle se présente effectivement à un poste, elle risque, c'est pas elle qui risque d'être choisie parce qu'elle n'a pas ces codes-là. Donc, il y a tout un travail en amont à faire. On fait avec des associations qui s'appellent La Chance, notamment, l'ancienne chanson concours qui s'appelle La Chance maintenant, qui prépare des jeunes issus des zones d'éducation populaire des zones d'éducation prioritaire à passer les concours d'entrée aux écoles de journalisme. Il y a aussi la question des écoles de journalisme qui ne sortent pas des publics assez diversifiés aujourd'hui. Donc, si on va chercher dans les écoles de journalisme, on se retrouve à nouveau avec ce problème d'endogamie. Donc aujourd'hui, on va commencer à aller chercher davantage dans les cursus universitaires où il y a plus de diversité. Enfin voilà, c'est devenu un sujet sur lequel on travaille. C'est un sujet qui est devenu vraiment prioritaire à la tête du groupe Le Monde depuis peu de temps, il y a 2-3 ans. On sent que ça y est, la direction du groupe l'a pris en main et le porte, ce qui manquait.
C'est-à-dire que vous avez, moi je travaillais sur ce dossier-là depuis maintenant 4-5 ans, mais jusqu'à il y a 2-3 ans, je sentais qu'on se battait un peu pas dans le désert. Mais bon, tout le monde disait c'est très bien la diversité, mais c'était pas vraiment porté par la direction de groupement. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on peut dire que ça l'est, et c'est ça qui va faire la différence. Il faut que la direction de l'entreprise le porte et impose à tous les chefs de service que dans les critères d'embauche, il y ait des critères de diversité, et c'est ce qui va permettre petit à petit de donner, de diversifier cette rédaction. Et c'est, je pense, effectivement important pour à la fois pour notre crédibilité, mais également pour la qualité de l'information qu'on donne et qu'on soit effectivement capable aussi bien d'aller chercher une information dans nos réseaux, mais aussi de sentir quelque chose que nos réseaux, nos réseaux ne nous remonteraient pas, et qu'on ait d'autres réseaux, on développe d'autres réseaux différents de ceux traditionnels, pour ne pas louper effectivement des choses qui sont en train de se passer dans le pays. Et c'est notre rôle, c'est tout simplement notre rôle de journaliste. Donc ça nous aidera à être meilleurs, mais il faut une vraie volonté politique au niveau des directions d'entreprise pour le faire. Aujourd'hui, chez nous, c'est en train de se faire, ça se fait dans beaucoup de médias. Et puis, juste pour compléter, on intervient aussi, c'est un autre volet de la diversité, mais c'est lié aussi aux histoires de complotisme, de fake news, etc. Depuis 3 ans, 4 ans, le groupe Le Monde a rejoint l'association Entre les lignes, dont on parlait madame tout à l'heure, qui est une association qui fait des interventions au milieu scolaire, collège, lycée, maintenant également primaire, dans toute la France, qui envoie des journalistes du groupe Le Monde et de l'agence France Presse, mais on va probablement accueillir des journalistes d'autres médias prochainement, donc faire des interventions d'éducation aux médias dans les collèges et lycées, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, pas que, mais notamment. Et c'est aussi important dans notre rôle citoyen, on va dire, et dans le paysage démocratique, d'aller raconter ce qu'on est, comme je le fais ce matin avec vous, et d'aller le raconter aussi avec des très jeunes, et les aider à comprendre l'univers d'infobésité, le terme d'infobésité, on est noyé sur l'information, dans lequel ils évoluent, et aussi toutes les tentatives de manipulation qu'il peut y avoir sur Internet, avec les fake news, avec des trolls qui ont la volonté évidemment pas d'informer, mais de manipuler. Enfin, que les gens au moins aient les outils pour comprendre où ils sont et comment reprendre le contrôle de leur information. Parce que c'est ça qui est important. Et je pense que la jeune génération, depuis 20 ans, et l'arrivée d'Internet, on a un peu loupé le coche, c'est-à-dire que la jeune génération, on les a laissés se débrouiller vraiment tout seuls dans un univers d'information extrêmement complexe, sans leur donner les outils, ce qui explique en partie ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le complotisme, en partie, pas seulement, c'est pas la seule raison, mais c'est une raison. Et qu'il est important qu'à l'école, l'éducation aux médias et à l'information soit, pour moi, ça devrait être une matière obligatoire aujourd'hui. Ça n'est pas, malheureusement. L'éducation nationale, on va dire qu'elle soit très allante là-dessus. Les enseignants le sont, mais l'éducation nationale a du mal à prendre leur lait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important et qui nous permettra aussi de toucher un public très jeune, mais qui demain deviendra, pour certains d'entre eux, deviendront journalistes, seront déjà des consommateurs d'informations, et pour certains d'entre eux seront journalistes. Et ça nous conduit à aller dans des collèges et lycées où on a des publics qui sont très très loin de l'univers des médias et de l'univers de l'information. Et c'est important que nous, journalistes, nous allions dans les collèges et lycées et les écoles primaires au contact de ce public-là, qu'on fasse venir aussi des écoles, ce qu'on fait maintenant au Monde, ce qu'on va faire d'ailleurs vendredi prochain, parce qu'on a le Festival du Monde, tous les samedi, dimanche, et vendredi, on va recevoir des collégiens et des primaires au Monde. Donc, tout ça, ça contribue à livrer cette bataille de la diversité et surtout à aller toucher des publics pour lesquels les médias quelque chose d'absolument très très loin. Et je pense que dans la société actuelle avec Internet, on est forcément en contact avec l'information, avec les médias. Donc c'est important d'avoir une éducation qui permette de comprendre et de ne pas être victime de certaines tentatives de manipulation. Justement, j'ai une question à ce sujet. Alors, c'est pas pour les collégiens, jeunes en général, c'est plutôt pour les grands. Personnellement, j'utilise un outil de veille en ligne qui s'appelle Flint, qui permet de diversifier ses sources d'informations sur le web. La limite à ce service étant justement les contenus payants, parce qu'on ne peut pas s'abonner à tout. Et j'ai entendu parler récemment d'une nouvelle initiative qui s'appelle News, avec un Z à la fin, qui permet, avec un forfait unique par mois, d'accéder à des contenus payants, j'imagine, de médias partenaires.
Donc, je voulais savoir si peut-être le monde se positionnait déjà sur ce nouveau type d'usage et son associé. Alors, je ne connais pas le projet News, mais par exemple, il y avait récemment, je sais, le Caféine, je crois, qui est un système qui permet d'avoir accès aussi à pas mal de médias. Le problème, c'est vrai que le monde en fait rarement partie, parce qu'effectivement, le problème de ce système-là, c'est que ça nous rapporte un peu de rien. Donc, effectivement, vous avez accès à beaucoup d'informations en payant un forfait global, mais à chacun des médias concernés, ça rapporte pas grand-chose, ni en lectorat, ni en recettes. Donc nous, on a préféré rester maître de nos canaux d'abonnement, mais en mettant des contenus, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, en mettant des contenus gratuits à disposition des internautes. Par exemple, si vous prenez Le Monde, au-delà des contenus faits avec l'AFP, qui n'ont pas une bonne valeur ajoutée, la plupart des contenus que vous trouvez sur les décodeurs, qui a des décryptages justement d'informations, de fake news ou d'expertise, on va dire, sur ce qu'on appelle le fact-checking, c'est la vérification d'informations. Ça, c'est quasiment toujours en gratuit. Les vidéos sont gratuites. Et le contenu du Monde Afrique, par exemple, un de nos vecteurs pour aller chercher de nouveaux abonnés, qui est d'aller chercher de nouveaux abonnés sur le marché francophone, mais dont les contenus sont pour la plupart en gratuit, c'est aussi des contenus qu'on met à disposition de tout le public. Donc nous, notre stratégie quand même a été plutôt de maintenir une offre gratuite qui permette à des lecteurs d'avoir un accès à une information, on va dire, assez complète, même si c'est pas l'information avec tous les contenus qu'on peut proposer par ailleurs, plutôt que de se rejoindre à des initiatives dans lesquelles on est noyé, et effectivement, finalement, le problème, c'est que finalement, c'est le casse-tête dans lequel on est, c'est que l'information a un coût qui est assez élevé à produire. Et on a fait croire pendant les années 2000, quand nous-mêmes on a mis en accès gratuit nos contenus sur notre site internet, que cette information n'avait pas de valeur. Ça revenait à ça. L'information gratuite, là, de facto, elle est gratuite. Donc, quelle est la valeur qu'on lui confère? Et c'est pour ça que ça a été compliqué ensuite de convaincre des gens d'accepter de payer pour avoir accès à une information. La radio, c'est gratuit. La télé, on a l'impression que c'est gratuit, même si ça n'est pas tant que ça, parce qu'il y a la publicité, il y a la redevance. Sur le numérique, on a accès à plein d'infos gratuites, etc. Et donc, le problème qu'on a avec ces plateformes, c'est qu'on est sur quelque chose d'un peu intermédiaire où, effectivement, ça permet d'avoir un accès à beaucoup de médias, et c'est effectivement le grand avantage de ces plateformes. Mais quelque part, ça vient nous concurrencer. Nous, on a 470 000 abonnés. Si on a une partie de ces abonnés qui viennent par ces plateformes qui permettent d'avoir accès à tout un panel d'informations, mais qui ne nous rapportent rien, parce qu'à nouveau, on se retrouve dans cette même équation économique qui est très complexe. Donc nous, on est très prudent par rapport à ces plateformes. On a préféré avoir une stratégie qui permette de continuer à proposer des contenus numériques de qualité, même si, évidemment, tous nos contenus sont pas les contenus gratuits, je veux dire, de qualité, même si tous nos contenus sont pas gratuits. Oui, bonjour. Il y a une nouvelle aide gouvernementale pour la presse depuis cette année où pour la presse d'information, on doit avoir un crédit d'impôt de 30% pour un abonnement qui soit numérique, qui soit numérique ou qui soit papier. Bon, j'ai tenté l'expérience. Moi, je suis d'actualité sur Internet, via Le Monde, sur les mails, etc. Donc, j'ai voulu tenter l'expérience avec Télérama papier, parce que Télérama, c'est un petit peu différent. C'est plus agréable à lire sur papier, avec des photos, tourner les pages pour trouver le programme. Donc, la première difficulté. Alors, comment je l'ai su? Moi, j'ai vu ça dans les Échos, et aussi des mails qui arrivent du ministère des Finances, qui sont ouverts à tout le monde. Ils en ont parlé, c'était prévu déjà pour les 2 années précédentes. Et là, normalement, ça marche. Donc, la première difficulté a été de voir si Télérama était éligible à cette mesure ou pas. Parce que dans ce qu'on peut trouver sur la loi, je dirais, qui est sortie, bon, ça parle d'information, mais Télérama, c'est un petit peu différent, parce que c'est pas vraiment, c'est de la culture. Donc, bon, ça a été compliqué de trouver, mais finalement, oui, ça marche pour Télérama. Donc, je me suis inscrite,
pris un abonnement papier au mois de juillet. J'ai demandé une facture, j'ai toujours pas. Et l'autre problème, c'est que ça arrive par portage. Donc, je suis pas très loin d'ici, donc je suis pas en zone rurale ou je sais pas quoi. Je l'ai une fois sur deux. Ça arrive pas. Donc, est-ce que, si vous ne savez pas, est-ce que vous avez des abonnements via cette nouvelle mesure? Donc, on en a très peu entendu parler. Ah oui, j'étais même pas au courant, mais vous me l'apprenez. Ouais. Et alors, le problème, c'est que si on n'a pas le journal, c'est un peu dissuasif. Ouais. Pour les questions de portage, il faut vraiment vous adresser au service client de Télérama. Voilà. Mais non, mais écoutez, je n'étais pas au courant cette mesure. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Oui. Vous pouvez répéter le début d'information? C'est que c'est un crédit d'impôt de 30% de l'abonnement. Oui, mais comment et où? au moment de déclarer ses impôts, j'imagine. Oui. C'est ça, sur la déclaration d'impôt. Sur la déclaration. Comme pour les noms aux associations. Voilà, exactement. Bon, écoutez, merci de cette remarque. C'est d'autres questions. Madame. Comment Ouais, il faut... Oui, mais pour les personnes derrière, je pense que c'est mieux. Au monde diplomatique, ils ont un truc intéressant qui s'appelle les Amis du monde diplo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne pourrait pas être repris par le monde, cette idée-là? Parce que c'est les Amis du monde diplo, comme ce sont des groupes où ça couvre le territoire tout entier, sans doute y compris l'outre-mer, et bon, c'est un truc intéressant. Oui, alors c'est effectivement des lecteurs du monde diplo qui organisent des groupes locaux et qui invitent qui ont des activités et qui invitent des gens du monde diplo régulièrement. Alors, c'est pas tout à fait le même lectorat, comme vous l'avez noté, le monde diplo est plus militant. Les lecteurs du monde diplo sont plus militants que ceux du monde. Mais donc, je suis pas sûr qu'on pourrait appliquer exactement avec les lecteurs du monde, parce qu'effectivement, il y a pas la même capacité, on va dire, à se fédérer. Par contre, nous, on essaie effectivement de développer quelque chose qui ressemble aux Amis du monde diplo. Donc moi, dans ma nouvelle mission depuis 1 an d'être chargé des relations avec les lecteurs, on a développé une nouvelle rubrique qui se trouve sur le monde.fr qui s'appelle Le Monde des Fous. Et vous pouvez trouver plein de contenus qui racontent qui on est, à la fois l'aspect économique, mais l'aspect aussi historique, mais aussi la question de l'indépendance éditoriale et aussi la façon dont on travaille. On va continuer à enrichir cette rubrique. Et puis, on a été évidemment un peu empêché pendant la pandémie de développer les rencontres avec les abonnés et les lecteurs. C'est un peu le fond du travail des amis du monde diplo. Et donc, on a fait de la visio, on a fait avec ce type de visio, on a fait des visioconférences qui ont plutôt pas mal marché. Mais là, ça y est, on va pouvoir redémarrer vraiment les rencontres. Et donc, dans ma mission de relation avec les lecteurs, je supervise le courrier des lecteurs, je supervise un certain nombre d'événements en tant que lecteur, mais on va pouvoir redémarrer les rencontres avec les lecteurs, et donc à partir du mois de novembre, on va faire une rencontre tous les mois, une fois en région, une fois à Paris. On va commencer par Le Mans, là au mois de novembre, on fera Lyon en janvier, Rennes en mars, et entre-temps, ça sera probablement à l'auditorium du Monde, des rencontres hebdomadaires, mensuelles avec les lecteurs et les abonnés, pour discuter de l'actualité, pour leur faire rencontrer la rédaction. On va accueillir également 10 abonnés tous les mois qui viendront assister à la conférence de rédaction du Monde à partir du mois d'octobre. La première occasion, ce sera le 13 octobre. Ce 10, c'est pas beaucoup. Malheureusement, la salle de conférence de rédaction, on peut pas accueillir beaucoup plus de monde parce que voilà, elle est pas extensible. Donc, du coup, ce sera un peu limité, mais bon, ce sera tous les mois. Et puis, comme le disait Madame tout à l'heure, tous les mois, je fais un chat en direct le premier mardi du mois à 11h sur le site internet. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Après, il y a beaucoup de questions. Malheureusement, en 1 heure, je ne peux pas répondre à toutes, mais j'essaie de répondre à un maximum de questions. Donc, c'est un dialogue entre les internautes et moi sur le monde, sa ligne éditoriale, les problèmes d'abonnement. Enfin, tous les sujets sont abordés et abordables. Donc, on essaie de développer effectivement quelque chose qui est un peu différent des Amis du monde diplo, mais qui permet effectivement de développer un écosystème autour des nombreux abonnés et lecteurs du monde qui aient un accès privilégié à la rédaction, qui puissent échanger comme on le fait ce matin. C'est aussi à travers des rencontres comme celle de ce matin. Je constate que je fais pas mal de lecteurs du monde ici présents.
et aussi avec le milieu scolaire, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est un peu mon rôle, c'est un poste qui n'existait pas. Avant, il y avait un médiateur, mon rôle était un petit peu différent. Moi, je suis directeur délégué aux relations avec les lecteurs. C'est de développer effectivement toute une série d'occasions de se rencontrer, discuter. Parce qu'on sent bien qu'il y a un appétit énorme de nos lecteurs pour rencontrer la rédaction, comprendre comment on travaille. Là, au Festival du Monde, qui a lieu le week-end prochain, on a fait toute une série de rencontres avec la rédaction. Il y en a 10 pendant le week-end, avec chaque service, enfin pas chaque service, mais une partie des services de la rédaction. Donc il y a 1 heure avec le service culture, 1 heure avec les décodeurs, 1 heure avec le service international. Ça s'est rempli à 8 heures, enfin en 2 jours, tout était complet. Donc pour ces rencontres, après c'est des petits... pardon ? C'est payant. Oui, le Festival du Monde est payant, absolument. Après, elles coûtent pas très cher ces rencontres-là. Le problème du gratuit, c'est encore le gratuit, c'est bien, c'est sympa, mais quand on fait des ateliers gratuits, la moitié des gens ne viennent pas. La moitié des gens inscrits ne viennent pas. Donc on se retrouve, on dit on a 40 places, on se dit on prend 50 inscrits, et à la fin on trouve personne devant vous, parce que quand c'est gratuit, les gens se disent oh, bon, finalement je vais pas. Donc du coup on fait payer, même si c'est 3 € ou 1 €, symboliquement, mais c'est fait bizarrement, c'est un peu bête. Donc du coup les gens viennent. Et donc voilà. Mais par exemple les rencontres qu'on va faire tous les mois sont gratuites. C'est le Festival du Monde qui est payant effectivement, mais les rencontres qu'on fait les abonnés, c'est gratuit. Écoutez, merci à toutes et à tous de votre attention. Bon, merci à vous. Et donc, au sein des bibliothèques de la Ville de Paris, vous pouvez accéder gratuitement à la lecture du Monde version papier. C'est aussi une alternative aux écrans. Et beaucoup. Merci.